Bonsoir à tous. On va commencer ce conseil par l'appel nominal. Alors Patrick qui va nous rejoindre, je pense, dans les minutes qui viennent. Patrick Antigny, Fabienne Pasquale, Dominique Baud, Sylvie Dufourc, Morgane Boutet, Christiane Prévost, Éric Chauveton, Alain Bourguignon, Bernard Plé, Marie-Christine Duluc, Françoise Velasco, Jean-Pierre Pouméraud, Hervé Georges, Pierre Brouste-Lefin, Carole Bonafou, Florence Pereira qui a donné pouvoir à Patrick Antigny, Anne-Marie Morera, Franz Mougeot, pas encore là, Frédéric Arrojo, Vanessa Daniel, Séverine Plassans qui a donné pouvoir à Carole Bonafou, Patrice Joubert, Jean-Claude Saunier, Tristan Poc, Vincent Échouer, Gradiela Clicheroux, Jean-Mathieu Lecoq. Tu m'as pas appelé, si je t'appelais. Nadège Dosba, pardon, tant pour moi, c'est vrai. Non, c'est parce qu'il y avait marqué à donner pouvoir, mais c'est vrai que tu es là. C'était prévu qu'elle soit au conseil d'administration du collège. Voilà, c'est pour ça que je suis passé, j'ai sauté la ligne. Alors, je fais passer déjà la feuille de signature, ce sera fait. Approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 22 mai 2023. Ben voilà Patrick. Du 22 mai 2023. Avez-vous des observations à y apporter? Pas d'observation. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Décision prise en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Décision numéro 2023-46 avec un visa du 17 mai 2023, règlement des honoraires d'avocat cabinet Cornille-Fouché, procédure d'appel devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Décision numéro 2023-47, visa préfectoral du 12 juin 2023, demande de subvention au titre du Fonds vert, rénovation énergétique des bâtiments publics locaux. Décision 2023-48, visa du 25 mai 2023, demande de subvention au département de la Gironde au titre du Fonds départemental d'aide à la voirie communale, FDAVC. Décision numéro 2023-49, visa du 22 juin 2023, signature d'une convention de partenariat entre les escapades musicales et la commune de Salles. Décision numéro 2023-50, visa préfectoral du 12 juin 2023, demande de subvention au département de la Gironde au titre du Fonds départemental d'aide à l'équipement des communes VDAEC. Décision numéro 2023-51 avec un visa du 12 juin 2023, règlement des honoraires des huissiers de justice associés Célarl, Julien Van Luyn et Justine Kergroen. Procédure d'appel devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Décision du mai de 2023-52 avec un visa du 11 juin 2023, signature du marché relatif aux travaux forestiers 2023. Et enfin, décision numéro 2023-53 avec un visa du 15 juin 2023, fixation de la tarification pour le séjour linguistique 2023. Les décisions ont été affichées et sont jointes au dossier du conseil municipal. 3 communications diverses. Prochain conseil municipal aura lieu le lundi 2 octobre 2023. Avant de passer au point supplémentaire, je souhaiterais qu'on se lève pour 1 minute de silence en l'honneur de Madame Geneviève Jevers, qui a été conseillère municipale du mandat 2001-2008 au sein de cette Assemblée. Je vous remercie. Le secrétaire, non, je n'ai pas nommé le secrétaire, mais ce sera M. Téchouer qui est appelé comme secrétaire dans l'ordre du tableau. Secrétaire de séance. Alors, j'ai reçu 2 mails qu'on va aborder en communication diverses et je leur passerai la parole après.
J'ai reçu un mail de Madame Clicheroux et un mail de Monsieur Téchouer par rapport à la séparation de leur groupe et je leur laisse la parole. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, merci de m'offrir cette prise de parole. Il est désormais important de vous donner quelques explications de la situation. Élu sur la liste Salle pour tous, nous avons fonctionné avec ce groupe depuis 3 ans. Être élu de l'opposition est une action responsable et importante, mais aussi délicate dans la gestion du contre-pouvoir. S'opposer à tout ou acquiescer à tout, ce n'est pas l'attendu. D'autres voies sont possibles. C'est agir pour le bien de la collectivité qui est nécessaire en fonction de nos valeurs, de nos visions de la gestion communale, et tout cela avec pragmatisme et bon sens. Pour être crédible, nous devons apprécier avec discernement et avec le bon angle l'action majoritaire. L'expérience nous ouvrant les yeux, j'ai décidé en accord avec Tristan Poc de quitter le groupe Salle l'Avenir Ensemble. Les raisons sont simples, un nombre de sujets nous éloigne sur le fond et sur la forme. Je souhaite que chacun puisse reprendre sa liberté de penser. Je souhaite avoir la mienne. Chacun doit pouvoir s'exprimer sans se sentir l'otage d'un point de vue qui n'est pas le sien. C'est la raison pour laquelle, en toute amitié, nous avons décidé avec Tristan que Tristan représentera Salle l'Avenir Ensemble et pour ma part, je serai sur un groupe à part représentant une des minorités municipales. Je souhaite à Tristan toute la réussite de son action d'élu et le remercie pour sa collaboration. Graziella et Patricia ont souhaité me rejoindre. Graziella et Patrice ont souhaité me rejoindre. Mes amis, je vous en remercie pour votre confiance. Nous formons désormais un groupe sans étiquette qui se trouvera sans nom dans les prochaines semaines, mais là, ce n'est pas le plus important. Merci de votre attention. Parfait. Alors, comme nous l'avions fait, vous savez, pour Monsieur Saunier à l'époque, alors là, ça recomplique la situation, c'est la division du journal municipal. Donc, j'ai demandé au service de retravailler pour passer à 2 pages. Donc ça, on délibérera au mois d'octobre parce qu'il est trop tard, mais l'expression des élus, donc on passera à 1800 caractères globalement par groupe à compter d'à partir du mois d'octobre, à partir du moment où ça aura été délibéré. Deuxième point qui est plus important et qui mérite d'être débattu ce soir ici, c'est la division des groupes aussi implique la modification ou pas des commissions, puisque aujourd'hui il n'y a pas de préséance particulière. On a cherché avec la juriste dans le code, il n'y a rien de prévu dans sa genre pour savoir qui a la prédominance du groupe ou pas. Donc l'idée c'est de dire soit on ne change rien et vous restez comme vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire les commissions telles qu'elles étaient, elles ont été votées, elles restent comme ça. Soit vous souhaitez une modification, et dans ces cas-là, il faudra que les groupes me fassent part de leurs modifications pour qu'on puisse les inscrire au conseil municipal d'octobre. Mais voilà, mais le plus simple, puisque en termes de représentation, sauf à ce que tout le monde soit partout, et ça veut dire qu'il faudra revoir à nouveau aussi la formation majoritaire, puisque de fait, il doit y avoir... donc le plus simple est de rester comme on est, mais ce sera à vous de dire ce que vous souhaitez. Voilà. Et donc, ce sera à traiter pour le Conseil du mois d'octobre. Voilà, donc on traitera à la fois la modification du règlement intérieur, plus la modification des commissions si vous le souhaitez, ou non. Et dans ces cas-là, on avancera comme on a avancé jusque-là. Voilà pour les communications diverses. Je vous propose de passer au premier point de l'ordre du jour, l'adoption de l'instruction budgétaire et comptable M57. Et je laisse la parole à Nadège. Vu le grand 3 de l'article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe, précisée par le décret n° 2015-1899 du 30 décembre 2015, prévoyant pour les collectivités locales la mise en œuvre au 1er janvier 2024 de la nomenclature M57. Vu l'avis du comptable public en date du 31 mai 2023 pour l'application du référentiel M57 avec le plan comptable pour la commune au 1er janvier 2024, vu la tenue de la commission municipale finances-budget du 15 mai 2023, il est nécessaire pour le conseil municipal de se positionner sur la mise en œuvre de l'adoption de l'instruction budgétaire et comptable M57 ainsi que sur les modalités d'amortissement.
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal d'adopter à compter du 1er janvier 2024 la nomenclature budgétaire et comptable M57, de dire que l'amortissement obligatoire des immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2024 est linéaire et pratiqué à compter de la date de mise en service du bien selon la règle du prorata temporis, décider que les durées d'amortissement seront celles qui étaient antérieurement appliquées, décider que sera appliqué l'amortissement par composante au cas par cas sous condition d'un enjeu significatif, maintenir le vote des budgets par nature et de retenir les modalités de vote de droit commun, soit un vote au niveau du chapitre pour les sections d'investissement et de fonctionnement, sans vote formel sur chacun des chapitres. Constituer une provision dès l'apparition d'un risque avéré ou d'une dépréciation dès la perte de valeur d'un actif dans sa totalité sur l'exercice avec un étalement budgétaire. Autoriser Monsieur le maire à opérer des virements de crédit de paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section du budget, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Autoriser Monsieur le maire à mettre en œuvre les procédures nécessaires à ce changement de nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2023-40, clôture de la procédure de sélection du bénéficiaire de la convention d'autorisation d'occupation temporaire sur l'école de La Vignole suite à manifestation d'intérêt spontané. La parole est à Françoise. Vu la délibération 2023-29 du 22 mai 2023, décidant d'approuver le lancement d'une procédure de sélection pour l'occupation d'une partie de la toiture de l'école de La Vignole, cadastrée BV 165, dans le cadre d'une convention d'autorisation d'occupation temporaire, CAOT, du domaine public permettant la réalisation et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque. Vu la tenue de la commission municipale Travaux, Accessibilité, Forêt le 22 juin 2023, par délibération 2023-2029 du 22 mai 2023, le conseil municipal a lancé une procédure de sélection du bénéficiaire de la convention d'autorisation d'occupation temporaire, CAOT, sur l'école de La Vignole, à la suite de la manifestation d'intérêt spontané, MIS, de la SEM Gironde Énergie, 6-12 rue du Cardinal Pierre Richaud à Bordeaux, 33 300. La surface totale de panneaux photovoltaïques est estimée à 430 m². Les avantages d'une telle réalisation seront multiples. Une production d'énergie d'origine renouvelable décentralisée, située au plus près des zones de consommation, écoles. Une valorisation du patrimoine de la collectivité qui héberge le projet. La présente délibération a ainsi pour objet de constater qu'aucun prestataire ne s'est manifesté pour proposer un projet concurrent durant la période de publication de cette manifestation d'intérêt spontané sur le site internet de la commune du 25 mai 2023 au 14 juin 2023. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de retenir l'offre de la SEM Gironde Énergie, approuver la signature d'une convention d'autorisation d'occupation temporaire, CAOT, du domaine public avec la SEM Gironde Énergie sur la toiture de l'école de La Vignole cadastrée BV 165 pour l'exploitation d'une centrale photovoltaïque. Dire que la convention est conclue pour une durée de 30 ans sans tacite reconduction, moyennant le versement d'une redevance annuelle d'occupation de 1 000 €. Autoriser Monsieur le maire, dûment habilité à cette fin, à signer la dite convention, tout acte nécessaire ou engager toute procédure utile à la pleine exécution de la présente délibération. Avez-vous des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2023-41, signature de la convention de projet urbain partenarial PUP avec la communauté de communes du Val de Leigh et la société IMO Associés. Je passe la parole à Patrick. Donc, vu le projet de convention de projet urbain partenarial PUP s'y annexé, vu la tenue de la commission municipale urbanisme le 22 juin 2023,
Le futur lotissement projeté dans le permis d'aménager, donc PA numéro 033 498 23 K002, sur les parcelles cadastrées section AI 97 en partie, AI 98, 102, 103, 6 route de l'Argilèire, nécessite la réalisation des travaux suivants. Le programme des équipements voirie s'élève au montant ci-dessous, décrit conformément aux estimations en annexe 2, total 21 888 € et 60 centimes hors taxe. La TVA étant de 4 377,72 pour un total de 26 266,32 € TTC. Le programme des équipements de défense extérieure contre l'incendie DECI s'élève au montant ci-dessous décrit, conformément aux estimations en annexe 3. Total 17 277,75 € hors taxe, montant TVA 3 455,55 pour un total de 20 733,30 € TTC. Le coût des équipements publics susmentionnés s'estimait donc à un total de 46 999,62 € TTC. Le périmètre de ce PUP correspond à l'emprise du permis d'aménager situé en zone urbaine, donc de 3 451 m², à laquelle s'ajoute l'accroche de la future voie de dessert du lotissement, correspondant à la parcelle cadastrée section AI 101 de 28 m² pour une superficie totale de 3 479 m². Ces équipements publics doivent répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions édifiées dans le périmètre du PUP. En termes de délai de réalisation, il est convenu dans le cadre de la convention PUP que les travaux liés à la DECI et à la voirie sous maîtrise d'ouvrage de la commune débuteront en même temps que le début de réalisation des travaux de voirie prévus dans le périmètre du PA numéroté, je vous l'ai dit plus haut, réalisé par l'opérateur. Ils devront être achevés lorsque les logements seront occupés, l'opérateur s'engageant à tenir informé la commune de Salles sur l'ensemble de ces délais. Le coût des équipements publics susmentionnés sera mis en totalité à la charge du partenaire privé partie à la convention de PUP, selon les modalités suivantes. Le versement de la totalité de la contribution à la commune de Salles s'effectuera par la société IMO Associés, un mois avant le démarrage des travaux. À l'intérieur du périmètre de PUP, les constructions seront exonérées de la part communale de la taxe d'aménagement pendant une durée de 10 ans à compter de l'affichage de la mention de la signature de la convention au siège de la communauté de communes du Val-de-Leyre et en mairie de Salles. Compte tenu des éléments exposés, il est proposé au conseil municipal d'approuver la réalisation des équipements publics nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement d'un lotissement 6 parcelles cadastrées, section AI 97 en partie, 98, 102 et 103, 6 route de l'Argilèire, réalisé dans le périmètre du PUP et relevant de la compétence de la commune. D'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de PUP dans le périmètre susmentionné, étendant la participation contractuelle des propriétaires, aménageurs ou constructeurs au financement des équipements publics rendus nécessaires par les projets d'aménagement ou de construction envisagés et tout document afférent à cette opération. Avez-vous des questions? Oui. C'est juste une petite question à savoir, est-ce que ça correspond au régime spécifique des PUP ou pas? Je ne sais pas pourquoi donc l'exonération de la taxe d'aménagement sur 10 ans. C'est le principe. C'est le Il principe n'y a pas de même. taxe d'aménagement. Quand on fait un PUP, il n'y a pas de taxe d'aménagement. D'accord. Ok. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention aux bénéfices d'un côté, où là on est sur 4 maisons, 5 maisons, je crois. Donc Là, en fait, les travaux qui ont amené à la création de ce PA coûtent plus que le total des taxes d'aménagement sur les 5 terrains possibles avec les équipements maximum, 5 grandes maisons, 5 garages, 5 piscines. Donc en fait, c'est plus logique d'aller faire un PUP. Et c'est le premier PUP que nous faisons, mais ça fait quand même quelque chose sur lequel nous réfléchissons depuis près de 2 ans sur tous les aménagements de salles. Puisqu'en fait, on se retrouve des fois sur des aménagements complets où en fait la commune vient payer des équipements peut-être nécessaires à ces aménagements, mais qui en fait, elle a pas de... Les taxes d'aménagement ne sont pas suffisantes pour couvrir des fois le coût du nombre de terrains réalisés. Pour ça que maintenant, pour chaque PA, on étudie la balance et on souhaitait, sur différents aménagements, aller sur le premier PUP. C'est le premier PUP du Val-de-Leyre. Voilà, puisque c'est une double signature parce que la compétence urbanisme est à la CDC. Voilà. C'est une signature tripartite. Voilà. La règle, c'est vraiment que
les travaux générés par la vente de terrain ou l'installation de maisons ne coûtent rien à la commune, dans tous les cas, rien en plus. Ça veut dire qu'il n'est pas question que l'argent collectif serve à l'enrichissement de propriétaires fonciers. Donc en gros, si ça coûte plus cher, on fait un PUP de façon à ce qu'il réalise les aménagements qui permettent la viabilisation et la construction des terrains. Autrement, on ne l'autorisera pas. Voilà, parce que la taxe d'aménagement, c'est bien, mais quand la taxe d'aménagement ne couvre pas tous les frais générés par l'installation de maisons, ceux qui les payent, c'est tout le monde. Donc l'objectif, c'est que ça s'arrête. Donc le PUP, c'est le premier. Ça a été un petit peu compliqué à mettre en place. Les prochains seront certainement plus faciles pour nous. Par contre, il faut faire très attention parce que toute action inscrite dans un PUP doit être financée et réalisée. Voilà. Ça, c'est la seule condition, puisque la mairie de Belin avait eu un souci il y a de ça quelques années où ils avaient fait un PUP, ils n'ont pas fait les travaux qui étaient, et ils ont été appelés en remboursement quelques années après pour une somme plus que conséquente. Parce que les PUP, ça peut aller jusqu'à des sommes qui atteignent des centaines de milliers d'euros, hein, suivant s'il faut un rond-point, suivant ce qu'on y met dans le PUP, quoi. Voilà. D'autres observations? Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2023-42, avis de la commune de Salles relatif au dossier du plan local d'urbanisme intercommunal et habitat, PLUIH, arrêté. Et je passe la parole à Alain. Le conseil municipal, vu la tenue de la commission municipale urbanisme sécurité le 22 juin 2023, en application de l'article L153-15 du Code de l'urbanisme, le projet arrêté est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes membres de la CDC du Val-de-Lair. Le projet d'arrêt du PLUIH a été envoyé dans son intégralité aux 5 communes en version dématérialisée. En application des dispositions de l'article R153-5 du Code de l'urbanisme, l'avis des communes sur le projet de plan arrêté est rendu dans un délai de 3 mois à compter de l'arrêt du projet. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. C'est à ce titre que la commune émet un avis. L'avis de la commune intervient dans le cadre de l'article L153-15 du Code de l'urbanisme qui dispose que lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public intercommunal délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité qualifiée, c'est-à-dire 2/3 des suffrages exprimés. Cet avis sera joint au dossier de PLUIH arrêté tel qu'il a été transmis à la commune en vue de l'enquête publique portant sur le projet de PLUIH avec l'ensemble des avis recueillis au titre des consultations prévues en application des articles L153-16 et L153-17 du Code de l'urbanisme, ainsi que le bilan de la concertation arrêté lors du Conseil communautaire du 7 avril 2023. Le dossier d'arrêt du projet de PLUIH de la communauté de communes du Val-de-Lair et notamment le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable PADD, les orientations d'aménagement et de programmation OAP, le règlement, les documents graphiques et les annexes. Considérant la synthèse de l'avis de la commune annexée à la présente délibération, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable au projet de PLUIH. Avez-vous des observations? Pas d'observation. Je vous remercie. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? 3 oppositions. Des abstentions? 2 abstentions. Je vous remercie. Alors, point suivant. Délibération numéro 2023-43. Avis de la commune de Salles relatif au dossier de schéma de cohérence territoriale arrêté. La parole est à Fabienne. Le conseil municipal, vu la tenue de la commission municipale urbanisme sécurité le 22 juin 2023,
Un SCOT est un document de planification et d'urbanisme qui définit les grandes orientations d'aménagement pour un territoire donné et pour le long terme, réflexion pour les 15 à 20 ans à venir, qui peut être, si nécessaire, modifié ou révisé dans son ensemble. Il assure la cohérence des politiques publiques d'urbanisme et définit l'équilibre entre protection et développement. Son contenu précis est défini par le Code de l'urbanisme. Il aborde notamment les thèmes de l'habitat, du développement économique, touristique, commercial, des déplacements, de la préservation de l'agriculture, des paysages, des corridors écologiques, etc. Depuis l'approbation du Grenelle de l'environnement le 12 juillet 2010, les SCOT deviennent obligatoires pour l'ensemble du territoire national. À partir du 1er janvier 2017, en l'absence de SCOT, les communes sont sous le régime de la constructibilité limitée et ne peuvent plus ouvrir de zones d'urbanisation future. C'est ainsi qu'en l'absence de SCOT approuvé à ce jour, le projet de PLUI de la communauté de communes du Val-de-Lair doit en priorité s'intégrer dans les enveloppes constructibles des documents d'urbanisme antérieurs, zones urbaines et à urbaniser ouvertes à l'urbanisation, tout en adaptant celles-ci au nouveau contexte législatif qui s'impose, guidé par les principes de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. En application de l'article L143-20 du Code de l'urbanisme, le projet de SCOT arrêté est soumis pour avis aux communes et groupements de communes membres du Cibarval. En application des dispositions de l'article R143-4 du Code de l'urbanisme, l'avis des communes sur le projet de SCOT arrêté est rendu au plus tard 3 mois à compter de la transmission du projet de schéma. À défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. C'est à ce titre que la commune émet un avis, considérant le dossier d'arrêt du projet de SCOT du Cibarval, considérant la synthèse de l'avis de la commune annexée à la présente délibération annexe 1, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable au projet de SCOT. Avez-vous des questions? Dominique. Il est où? Il y a quelques bricoles qui me chagrinent dans ce SCOT. Pour la protection des champs, des paysages et des écosystèmes, aller vers zéro pesticide pour protéger la ressource en eau. Stopper les méga projets, grands projets inutiles notamment, qui consomment trop d'espace et sont vecteurs d'augmentation du CO2. Protection des zones humides et zéro artificialisation nette seront difficiles, mais on devra y tendre car le domaine naturel est durablement inextensible. Je me félicite d'avoir proposé la réouverture de la halte ferroviaire de la gare de Lugo au cours d'un atelier du Cibarval. Cette réouverture est dorénavant inscrite dans le SCOT. Mais il faut aller plus loin et plus vite et engager des négociations avec la SNCF et les pouvoirs publics. Hormis pour les climato-sceptiques, on sait qu'il faut diminuer les largages de CO2 et pas qu'un peu, mais de façon drastique. On n'a pas le choix. Il nous faut un plan de transport en commun conséquent pour les usagers en termes de maillage, de fréquence et de fréquentation, avec une offre à moindre coût, même allant vers la gratuité et qui suivent les réels besoins après questionnement auprès du public et de notre territoire et auprès de l'INSEE. Parallèlement, le transport multimodal doit être proposé autant que possible pour une correspondance et une concordance tous azimuts. Il faut rendre le voyageur pleinement satisfait du service public. Un SCOT qui répond aux besoins des administrés du territoire doit être inébranlable. Juste un point sur le maillage des transports en commun. Vous l'avez tous vu, il y a une étude qui a été faite sur la COBAS et la COBAN. Bon, la COBAS, ils ont un schéma de transport
déjà depuis de très nombreuses années, qui fonctionnent plutôt bien, ils sont bien intégrés, mais ils sont en communauté d'agglo depuis très longtemps et ils ont la compétence directe, ce qui est toujours plus facile. La Coban vient de déposer son schéma des mobilités. Pareil pour un maillage. Le problème du maillage du transport en commun, c'est que quand on est une communauté de communes comme la nôtre, on n'a pas la main sur le transport public, puisqu'on n'a pas cette compétence-là, l'exercer comme avec une autorité de transport qui est le conseil régional et qui n'est pas toujours ouvert aux suggestions qu'on pourrait avoir à amener, notamment pour ramener nos populations du territoire sur la gare de Biganos ou sur la gare de Marcheprime, suivant les communes, avec un cadencement qui serait lié au cadencement des TER. C'est pourquoi les élus de la CDC ont prévu, dans le courant de la fin de l'année, dans le courant du dernier semestre, de travailler cette question, au moins sur les transports vers les deux points de regroupement, pour voir comment on pourrait y répondre, à quel coût, puisque de toute façon la région ne prendra pas plus que sa charge actuelle, et que si demain on décidait de rajouter des moyens de transport, ce serait aux frais de la communauté de communes. Donc c'est quelque chose dont il faut qu'on parle, mais ce qui n'empêche qu'aujourd'hui, on le voit bien, les parkings de la gare de Biganos et de Marcheprime sont sursaturés, ils ne peuvent pas s'étendre indéfiniment. Les aires de covoiturage sont bien pleines aussi, et il y aura certainement à d'autres endroits. On a pas mal de stationnements un petit peu sauvages justement pour permettre le covoiturage. Donc demain, je crois aussi en l'avenir du transport en commun vers des lieux de regroupement pour redescendre vers les lieux où travaillent les gens, c'est-à-dire Bordeaux ou le bassin d'Arcachon. Donc pour nous, ce serait plutôt la gare de Biganos, mais pour le BARP, ce serait plutôt la gare de Marcheprime. Et de voir sur le territoire quel maillage on fait pour cadencer des transports multimodaux vers des lieux multimodaux, au départ de toutes les communes de notre territoire. Donc ça va être un vrai débat qui va s'engager en communauté de communes. Y a-t-il d'autres observations? Non. Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une opposition, abstention. 2 abstentions ou 2? Parfait. Délibération numéro 2023-44, session d'intérêt communal à Madame Martin Suire Isabelle. Je laisse la parole à France. Vu les échanges avec Madame Martin Suire Isabelle au cours des années 2022-2023, vu la tenue de la commission municipale urbanisme et sécurité le 22 mai 2023, dans le courant de l'année 2022, Madame Martin Suire Isabelle a proposé d'acquérir la dite partie du domaine communal jouxtant sa propriété. Après avis du pôle d'évaluation domaniale, les parties ont trouvé un accord moyennant la somme de 23 590 € pour cette cession. Pour envisager cette cession, le conseil municipal, par délibération numéro 2023-31 du 22 mai 2023, a constaté la désaffection de ce bien, entendu comme la parcelle cadastrée section AA numéro 170, après arpentage réalisé par le cabinet de géomètre expert Terra Proxima, selon documents joints, l'a déclassé et l'a intégré dans le domaine privé de la commune. L'avis du pôle d'évaluation domaniale sollicité au titre des articles L3222-2 et R3222-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, établissant en date du 13 janvier 2023 la valeur vénale du bien à céder à hauteur de 203 € le mètre carré, assorti d'une marge d'appréciation de 10%, soit une valeur de cession minimale de 23 590 € pour 129 mètres carrés. Les frais de géomètre et d'acquisition sont pris en charge par Mme Martin Suire Isabelle. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la cession de la parcelle section AA numéro 170, susmentionnée à hauteur de 23 590 € hors frais de géomètre et d'acquisition. Compte tenu des éléments exposés, il est proposé au conseil municipal de décider
de la cession de la parcelle AA numéro 170 d'une contenance de 129 mètres carrés environ au profit de Madame Martin Suire Isabelle au prix de 23 590 €, hors frais de géomètre et d'acquisition. Dire que les frais de géomètre et d'acquisition sont pris en charge par Madame Martin Suire Isabelle. Autoriser Monsieur le maire à procéder à toute diligence nécessaire en vue de cette cession, notamment à signer la promesse de vente et l'acte de transfert de la propriété lié à tous les documents afférents à cette opération. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2023-45, attribution du marché public de travaux, reconstruction du pont du Berne sur la commune de Salles. Je passe la parole à Christiane. Vu la délibération numéro 2023-28 adoptée à l'unanimité par le Conseil municipal réuni en session ordinaire le 22 mai 2023, vu le rapport d'analyse des offres approuvé par le représentant du pouvoir adjudicateur en date du 27 juin 2023, vu l'avis rendu par la commission commande publique qui s'est réunie le 27 juin 2023, la passation d'un marché public de travaux relatifs à la reconstruction du pont du Berne est devenue nécessaire à la suite des inondations et coulées de boue du 9 au 11 mai 2020 afin de permettre le franchissement du ruisseau de Duberne et assurer à nouveau la desserte routière du moulin de Duberne. Cette consultation a été lancée selon une procédure adaptée sur le profil acheteur d'EMAT AMPA ainsi que sur le BOMP le 4 mai 2023 afin de permettre à toute personne intéressée de soumettre une offre sous format dématérialisé avant la date limite fixée le 5 juin 2023 à 17 h, conformément à un règlement de consultation proposant les critères de sélection suivants. Critère, la valeur technique pour une pondération de 60% et critère du prix à 40% de pondération. L'évaluation de la valeur technique a été réalisée à partir des éléments suivants. Critères environnementaux, 20%. Critères techniques, 20%. Compréhension du projet, 30%. Moyens humains et matériels, 20%. Fiche technique des matériaux, 10%. Au terme du délai de remise des offres, 2 offres ont été déposées. Il est ressorti du rapport d'analyse des offres établies par le maître d'œuvre, Hameau Ingénierie et Conseil, que l'offre économiquement la plus avantageuse est celle du candidat BTPS, SIRET 410 651 178 00015, qui a obtenu une note totale de 87,4 sur 100 points. Il est précisé que l'offre proposée par l'entreprise BTPS s'élève à 370 563 hors taxes euros, soit 454 275,60 € TTC. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les différents documents relatifs à ce marché et notamment l'acte d'engagement. Avez-vous des questions? Oui. Mes chers collègues, c'est un dossier certainement complexe, comme tous les dossiers liés à une catastrophe naturelle qui était inscrit au titre des travaux prévus en 2022. Dans votre rapport des orientations budgétaires pour 2022, vous écriviez avoir prévu une enveloppe de 681 250 € pour entreprendre la réfection de ce pont démoli par les crues centenales, de mai 2020. Vous avez décidé finalement d'ajourner cette opération que vous avez finalement reprogrammée cette année. Pourtant, on découvre dans la délibération du jour à cet effet que finalement les travaux réalisés par l'entreprise retenue lors de la passation du marché public se chiffreront à seulement, 387 563 € hors taxes, soit 454 275 € TTC. Pourquoi une telle différence? Comment aviez-vous fixé ce premier chiffrage? Était-ce le même que vous avez reporté cette année au BP dans le montant total d'investissement du programme 107 Voies et Réseaux? Par ailleurs, pourriez-vous nous indiquer si nous avons obtenu un dédommagement de la part des assurances et si tel est le cas, son montant? Avez-vous en outre sollicité une subvention et le cas échéant, l'avez-vous obtenu et pour quel montant? Pourquoi n'avoir pas retenu ce programme dans le cadre de l'enveloppe de la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL? Je vous remercie donc de bien vouloir nous préciser finalement quel sera le coût final de cette opération. Je rappelle également qu'elle est éligible au FCTVA.
dont chacun peut mesurer de toute évidence l'utilité, et je pense naturellement tout particulièrement aux riverains du Moulin de Duberne. Merci pour vos éléments de réponse. Bon, sur les chiffres, je vous répondrai au prochain conseil parce que je ne les ai pas là. Par contre, deux choses. Sur les 600 et quelques mille, je vous rappelle qu'il y avait quand même, il n'y avait pas que le pont du Moulin de Duberne, il y avait l'ensemble des ponts, il y avait le pont des Espiers plus le pont du Moulin de Duberne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ici, on est sur la partie reconstruction. Il y a déjà eu des travaux d'engagés et de faits sur le pont, puisqu'il y a déjà eu toutes les reprises de berges des deux côtés pour éviter l'aggravation, etc., qui ont déjà été engagées dans les temps. Aujourd'hui, on est un petit peu moins cher que ce qui est prévu, mais pas tant que ça, juste parce qu'il y a un procédé qui a été proposé par le maître d'œuvre, qui était de travailler avec des éléments préfabriqués plutôt qu'avec des éléments qui seront fabriqués sur place. C'est ce qui explique, mais la différence, elle est minime en réalité. Elle porte sur très peu. Par contre, dans les 454 275 € d'aujourd'hui, il y en a une partie qui sont... Enfin, cette partie-là n'est pas faite, mais il y a déjà des travaux qui ont été engagés, qui ont été financés. En l'occurrence, si vous allez sur le pont du Moulin de Duberne, vous pourrez voir que déjà les reprises des berges ont été complètement retravaillées, les embâcles ont été enlevés, et ça a été des grosses opérations lourdes puisque les embâcles étaient importants et difficiles à soulever. Donc voilà, donc dans les 600 et quelques mille, je rappelle quand même qu'il y avait le pont des Espiers qui lui a été fait avant. Il n'y a pas eu de retard sur ce programme, c'est un programme qui est long, compliqué, qui s'appuie aussi sur les lois sur l'eau, puisqu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc voilà, donc je vous donnerai les chiffres au prochain conseil, les chiffres des aides qui ont été demandées. Pourquoi la DESIL, ça n'a pas été mis? Parce qu'on doit déposer un seul dossier DESIL par an. On n'en aura pas d'autres maintenant, et que DESIL ou DETR, donc on peut en mettre que deux, et que donc d'autres choix ont été faits, parce qu'on n'a pas que les ponts à reconstruire, même si celui-là faisait partie d'un phénomène exceptionnel. Donc la DESIL a bien été sollicitée, la DETR aussi, mais pour d'autres projets, notamment cette année pour la salle des fêtes ou pour d'autres opérations à d'autres moments du budget. Donc voilà, il n'y a pas de volonté. Pourquoi on ne l'a pas sollicité? Tout simplement parce qu'on a estimé qu'il y avait des projets qui devaient aussi demander des financements, et ceux-là ont été demandés. Là, il y a une prise en charge assurance. J'ai plus en tête le montant, mais je vous donnerai les chiffres exacts, y compris les montants de subvention. Ouais, dans les 250 000 sur l'ensemble des projets. Bon, je crois. Mais je vous donnerai les chiffres exacts au prochain conseil. Par contre, juste si vous me permettez de m'étonner juste, on a passé l'emprunt donc la fois dernière, oui, alors qu'on ne connaissait pas encore donc, le montant de cette opération. Et vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on a finalement fait un emprunt supérieur au prix hors taxe du marché. Là. Mais l'emprunt, il n'était pas que pour ça. Hein. Bah, l'emprunt, sur les 800 000 qu'on a passé... Il y avait 350 000 qui étaient... Il y avait 350 000 qui étaient... D'ailleurs, c'est 350 000 et 450. Bah, 454, 275, 80, voilà. Notre charge qui reste. Et vous aviez dit, et moi je me tiens donc à votre robe, que donc la partie... donc si vous deviez faire le moulin de Duberne cette année, d'ailleurs vous l'aviez dit dans le robe de l'année dernière aussi, vous feriez un emprunt complémentaire de 400 000 €. C'est écrit dans on a notre fait robe. Un emprunt de 450 au lieu de 400. Voilà. Mais ça veut dire qu'en fait, vous avez fait un emprunt qui est supérieur au montant hors taxe du marché d'aujourd'hui. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a la salle des fêtes, il y a plein de choses comme ça. On a décidé d'un emprunt total de 800 000 pour l'ensemble des projets, des 5 Non, mais je suis d'accord avec vous, mais simplement, voilà. Moi, si on s'en réfère à ce qui est écrit sur le robe... L'emprunt n'est pas affecté. C'est d'ailleurs ce qu'avait reproché la Chambre régionale des comptes, c'est qu'on ne l'affecte pas, l'emprunt. L'emprunt, il est pour l'ensemble du projet d'investissement. Il y a un emprunt qui est total, qui sert à la fois pour le pont, à la fois pour la salle des fêtes, à la fois pour les travaux du château, à la fois pour les travaux de voirie, enfin pour un ensemble de travaux à réaliser sur la commune qui n'ont rien à voir. Voilà. D'accord, mais on est d'accord sur la règle de base. Effectivement, comme vous le rappelez, donc il n'y a pas de, il ne doit pas être ciblé. Voilà. En revanche, si vous regardez ce que vous avez écrit sur le robe, donc c'était 350 000 € pour les opérations usuelles. Ouais. Et vous aviez dit, au besoin, si vous comptiez faire la réfection du pont de Duberne, vous augmenteriez l'emprunt de 400 000 €. C'est écrit noir sur blanc, c'est tout. Oui, mais après, on est d'accord qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de ciblage. Donc voilà, il y a eu un emprunt de 800 000 qui a été fait, qui servira à l'ensemble des opérations, y compris le pont du Moulin de Duberne. Voilà. Y a-t-il d'autres observations ? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une abstention.
Je vous remercie. Délibération 2023-47, extension et rénovation de l'école maternelle Jacques Prévert, signature d'un avenant à la convention de mandat avec la communauté de communes du Val-de-Lair. La parole est à Éric. Vu la tenue de la commission travaux, accessibilité et forêt en date du 22 juin 2023, vu la délibération 2022-69 adoptée à l'unanimité par le Conseil municipal réuni en session ordinaire le 19 septembre 2022, afin de tenir compte de la demande de travaux supplémentaires concernant des travaux de VRD, il est nécessaire de mettre à jour les annexes numéro 1 et numéro 2 de la convention signée avec la communauté de communes du Val-de-Lair. Il est proposé au conseil municipal de signer l'avenant à la convention de mandat annexée à la présente délibération. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet d'avenant à la convention de mandat avec la CDC si annexée pour un nouveau montant de 652 649,34 € TTC au lieu de 644 143,94 centimes TTC. La récupération de la TVA étant inhérente à la commune. Autoriser Monsieur le maire à signer cet avenant à la convention de mandat. Autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires. Avez-vous des questions? Non, je me vois. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2023-48, état d'assiette et destination des coupes de bois 2024. La parole est à Bernard. Vu la tenue de la commission municipale Travaux, accessibilité et forêt en date du 22 juin 2023, vu la proposition du programme des coupes de l'année 2024 présentée par l'ONF, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver la proposition du programme des coupes de bois pour l'année 2024 proposée par l'ONF et annexée à la présente délibération, de décider que la coupe de la parcelle 12A sera vendue façonnée, décider que les bois participeront aux ventes groupées de l'ONF en vue d'alimenter les contrats d'approvisionnement existants avec des transformateurs de bois, conformément aux articles L214-7 et -8, D214-22 et 23 du Code forestier, et que l'exploitation sera réalisée par l'ONF dans le cadre de conventions de vente et d'exploitation groupées. D'autoriser Monsieur le maire au nom de la commune à signer les documents afférents et dire que la recette sera inscrite au budget communal. Avez-vous des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération 2023-49, relais petite enfance à petits pas, mise à jour du règlement intérieur, charte qualité du relais petite enfance de Salles. La parole est à Morgane. Considérant la volonté de la commune de Salles d'actualiser le règlement intérieur du relais petite enfance à petits pas, en fonction des éléments présents dans le décret du 30 août 2021 et des modifications citées ci-dessous. Le relais assistante maternelle devient relais petite enfance. Ajout du numéro de téléphone portable. Rajout en annexe de l'autorisation de photographier, ajout du lien de Padlet, outil de communication, ajout du déroulement d'une matinée type, ajout d'un paragraphe sur l'hygiène et la sécurité. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur du relais petite enfance à petits pas tel qu'annexé à la présente délibération, dire qu'il annule et remplace le précédent datant d'octobre 2018, transmettre ce règlement aux différents partenaires institutionnels PMI, CAF, transmettre ce règlement aux usagers du relais petite enfance, dire que ce règlement sera consultable sur le site internet de la commune. Avez-vous des questions? Non, je me vois. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération 2023-50, modification du tableau des effectifs, création de postes. La parole est à Vanessa. L'extension de la crèche collective de Salles augmentera sa capacité d'accueil passant de 28 à 36 places. Il est nécessaire de compléter l'équipe d'encadrement par le recrutement de 2 nouveaux agents à temps complet au grade d'auxiliaire de puériculture et d'adjoint d'animation. En application de l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, suffisez les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Un certain nombre d'emplois permettant de pourvoir aux nouveaux besoins générés par l'extension de la crèche sont vacants au tableau des effectifs.
Pour des besoins de continuité de service, les collectivités peuvent néanmoins recruter, en application de l'article L332-14 du Code précité, des agents contractuels territoriaux pour occuper des emplois permanents des collectivités et établissements afin de faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire territorial, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues de l'article L313-4 du Code général de la fonction publique. Considérant le tableau des effectifs titulaires de la commune voté lors du conseil municipal du 22 mai 2023, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider de l'ouverture d'un poste d'adjoint d'animation principale de première classe à temps complet à partir du 1er septembre 2023, décider que cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale d'1 an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l'application de l'article L332-14 du Code général de la fonction publique, adopter le tableau des effectifs actualisés tel que présenté en annexe, autoriser Monsieur le maire à signer tout document qui y sont relatifs. Avez-vous des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 2 abstentions. Je vous remercie. Délibération 2023-51, recrutement d'agents contractuels et création d'emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité. Et je passe la parole à Carole. La parole à Carole. Vu l'avis du comité social territorial réuni le 26 juin 2023, il est nécessaire de recruter du personnel pour faire face aux besoins liés à un accroissement temporaire d'activité au sein du service enfance-jeunesse. Ce besoin est estimé pour assurer les missions d'animation au sein des structures péri- et extrascolaires de la commune, ainsi que les missions de personnel d'accueil et d'entretien des écoles, et ce pour l'année 2023-2024. Il est nécessaire de recourir aux interventions d'une psychomotricienne au service petite enfance auprès du LAEP, lieu d'accueil enfants-parents, considérant que le préalable recrutement de ces emplois d'accroissement temporaire d'activité est la création d'emplois non permanents au tableau des effectifs des contractuels. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à recruter pour répondre aux nécessités de service des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité dans les conditions fixées par la loi. Charger Monsieur le maire de la constatation des besoins concernés ainsi que la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions à exercer et le profil requis, dans la limite des rémunérations afférentes à un agent de catégorie C pour les missions d'animation et technique et de catégorie A pour la psychomotricienne. Modifier le tableau des effectifs des agents non titulaires comme indiqué en annexe, prévoir à cette fin une enveloppe budgétaire à la hauteur de 14 ETP annuels, autoriser Monsieur le maire à signer les contrats correspondants pour une durée de 12 mois. Avez-vous des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 2 abstentions. Je vous remercie. Renouvellement des membres du Conseil des sages, délibération numéro 2023-52. Je passe la parole à Jean-Pierre. Vu la tenue de la commission municipale Action sociale en date du 21 juin 2023, en raison des démissions de M. Degnaud Girard en date du 7 décembre 2022, M. Gros Jean-Pierre en date du 25 janvier 2023 et M. Devieux Daniel en date du 28 mars 2023. Entre janvier et mai 2023, un appel à candidature a été lancé par le Centre communal d'action sociale de la commune et relayé sur le site internet de la ville et le Facebook de la ville. Les demandes réceptionnées pour intégrer le Conseil des sages de la part de Luc Voisin en date du 30 janvier 2023 et de Mme Cathy Sou en date du 26 février 2023. Conformément au règlement intérieur précité, au cours de la mandature et une fois par an, les membres du Conseil des sages peuvent être renouvelés pour des situations suivantes: démission, décès, etc. En cas de renouvellement suite à un décès ou une démission, la commune peut relancer l'appel à candidature une fois par an. Là encore, une délibération du conseil municipal
approuvera sa nouvelle composition. Après avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'acter la liste des membres du conseil des sages comme suit. Madame Dedouba Marie-France, Monsieur Faure Jacques, Madame Guiton Évelyne, Monsieur Chouanet Dominique, Monsieur Lair Alain, Monsieur Maupu Pierre, Monsieur Métifeux Hugues, Monsieur Muselet Dominique, Madame Palisotto Nadine, Madame Roda Isabelle, Madame Sou Cathy, Madame Verillas Ginette, Monsieur Voisin Luc, Monsieur Zener Jean-Marie. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération 2023-53, modification du règlement intérieur du Conseil des sages. La parole est à Sylvie. Vu la délibération numéro 2021-28 en date du 12 avril 2021 adoptant le règlement intérieur du Conseil des sages de la commune de Salles, vu la tenue de la commission municipale action sociale en date du 21 juin 2023, considérant la proposition des membres du Conseil des sages de proposer un statut de membre d'honneur, il est proposé de rajouter le paragraphe ci-dessous dans la partie « La composition du Conseil des sages ». Je vous lis la partie. Sur proposition des membres du Conseil des sages, le Conseil municipal, à travers une délibération, peut désigner l'un des membres comme membre d'honneur. En effet, certains membres, de par leur âge ou leur pathologie, sont empêchés de participer à toutes les réunions. Le statut de membre d'honneur peut ainsi permettre d'associer ponctuellement la personne aux réflexions du Conseil des sages, tout en libérant une place au profit d'un membre actif. Les personnes désignées en tant que membres d'honneur ne sont pas comptabilisées dans les 15 membres actifs du Conseil des sages. Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la modification du règlement intérieur comme exposé ci-dessus. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, dans les affaires diverses, on a deux cas. On a une question de M. Paul et une intervention de Morgane qui va commencer sur l'intervention sur la délégation qu'il a et une présentation des actions mises en œuvre. Alors, je vais essayer de faire court et concis, si possible. Alors, chers collègues, chers Sallois, l'année scolaire s'achève et comme l'année dernière, je me fais un plaisir de vous présenter le bilan de cette année et les perspectives à venir. Donc, vous verrez derrière moi le PowerPoint avec les différentes images sur l'évolution des projets. Je vais organiser mon propos en deux temps. Le premier sera consacré aux actions et projets que nous avons portés cette année et puis je terminerai avec les projets plus structurants au niveau des équipements communaux. Le confinement et la fermeture des écoles pendant la crise sanitaire de la Covid-19 ont confronté certains élèves à de nouvelles difficultés scolaires. Afin d'aider ces enfants, la municipalité, en partenariat avec des enseignants, a proposé un accompagnement individualisé, sous la forme notamment d'une aide hebdomadaire à la réalisation des devoirs. Celle-ci s'est étendue sur une période de 8 semaines, du 23 février au 25 avril. L'école élémentaire Octave Cazovieille a été choisie pour expérimenter cette initiative. Cette dernière est une belle réussite pour la vingtaine de jeunes qui ont pu en bénéficier. Nul doute que ce type d'initiative, de dispositif et de partenariat aura pour vocation à s'étendre et à être pérennisé. Depuis plus d'un an, la commune a mis l'accent sur la lecture à travers le projet Lire et faire lire. Ce programme national est décliné dans chaque département. Ses objectifs sont de favoriser la lecture plaisir auprès des enfants en transmettant le goût de la lecture et de l'objet livre, de faire découvrir la littérature jeunesse, de promouvoir le lien intergénérationnel, les lecteurs bénévoles étant âgés de plus de 50 ans, et de développer l'écoute et l'imaginaire des enfants. Initié en 2021 et destiné au départ aux grandes sections de maternelle, nous l'avons étoffé en saison 2022-2023 en proposant désormais des temps de lecture aux grandes et moyennes sections de l'ensemble des écoles maternelles de la commune de Salles. Un autre enjeu tout aussi important à mes yeux est la promotion de la citoyenneté auprès de nos jeunes. Cette priorité se réalise grâce à deux outils. Le premier est le conseil municipal à la vie des jeunes. Depuis le mois d'octobre 2022, les 8 jeunes élus du CMAJ s'investissent pour développer des actions correspondant aux engagements leur ayant permis de devenir les ambassadeurs de la jeunesse salloise. Chaque mercredi après-midi, ils se réunissent avec Nina Herrère, animatrice du conseil, et Pierre Brouste-Lefin, conseiller municipal en charge de la jeunesse. Ils réfléchissent, créent et s'amusent à faire vivre leurs idées. Accompagnés également par une journaliste, Madame Elsa Landard, ils ont d'ores et déjà pu
se réunir en assemblée plénière et voter la mise en place d'une action citoyenne et intergénérationnelle sur la question du ramassage des déchets. Préparer également leur futur voyage sur Paris les 23 et 24 septembre 2023 de découverte de la capitale de manière ludique et citoyenne, visite du Sénat, du Jardin du Luxembourg, cérémonie de la flamme sous l'Arc de Triomphe, promenade en péniche. Cette seconde année de leur mandat mettra l'accent sur l'amélioration du cadre de vie et la sécurité, axe leur tenant à cœur et qui mobilise la jeunesse salloise. Le deuxième outil repose sur le développement du passeport du civisme. L'objectif du passeport est simple, forger la citoyenneté par l'implication dans la vie locale en proposant un parcours basé sur les devoirs plus que sur les droits et favoriser l'engagement individuel et collectif. Conçu comme un guide ludique et pédagogique, ce passeport propose aux élèves de CM1 et CM2 de réaliser un parcours civique ponctué d'actions individuelles et collectives. Tout au long de leur parcours, les jeunes sont accompagnés d'ambassadeurs du civisme, forces vives locales qui valident chaque action. 10 thèmes seront abordés sur 2 ans. Par exemple, devoir de mémoire, préserver l'environnement, la solidarité, la préservation du patrimoine, les institutions de la République, se protéger et porter secours pour surfer en sécurité, prendre soin de nos aînés. Ce sont près de 110 élèves de CM2 des écoles salloises qui se verront remettre leur diplôme les 29 juin et 6 juillet prochains. L'occasion de clôturer cette première cohorte autour d'un moment convivial, solennel et de partage. La citoyenneté passe aussi par un comportement respectueux sur la route. Un travail de concert entre le labo et le collège aura permis une nouvelle fois de proposer une matinée de sensibilisation aux bonnes conduites à adopter à pied, à vélo, en 2 roues, motorisé ou en voiture, le mercredi 20 octobre 2022. Chacun des acteurs mobilisés a su s'inscrire dans le triple objectif que nous nous sommes fixés, sensibiliser, prévenir, former. Mettre en place des projets, c'est aussi agir de concert avec le personnel pour garantir leur réussite. Après une année 2022 où les directions des ALSH ont participé à une formation autour de la question du handicap, ce sont près d'une quinzaine d'animateurs qui en ont bénéficié en juin 2023. L'inclusion est une question centrale pour la commune de Salles et nous donnons les moyens aux services municipaux pour répondre à cette ambition politique. La commune de Salles veut continuer cette action auprès des différents publics qu'elle accueille sur ces structures et fera de cette question une priorité sur 2024. Les articles sur le harcèlement défraient actuellement nos médias. Heureusement, la commune n'a pas attendu que ces malheureux événements se produisent ces dernières semaines pour agir sur la question du harcèlement. À travers l'action des mots sur les mots, nous avons agi contre ce fléau. Parce qu'en 2023, encore plus qu'avant, le harcèlement est devenu l'affaire de tous. Il est un enjeu majeur pour de nombreuses structures et assos à l'échelle locale. Nous nous sommes engagés dans une démarche d'information de l'ensemble des publics, des risques ou enjeux afin qu'ils puissent agir en connaissance de cause. Sensibiliser pour mieux en parler étant au cœur de ces préoccupations, nous visons à travers ces projets et ces actions à transmettre un message fort qui doit transformer les comportements. Ainsi, de nombreuses rencontres et manifestations autour de cette thématique ont d'ores et déjà été menées par le labo, pionnier et pilote de ce projet depuis janvier 2023. Et la grande semaine autour du harcèlement se déroulera du 13 au 17 novembre 2023, devrait permettre le début d'une mobilisation générale de tous les acteurs éducatifs qui accompagnent les jeunes sallois au quotidien. Il y a quelques semaines, et pour la seconde année consécutive, la commune de Salles et la CTG ont réalisé une semaine de la parentalité à destination des familles et pour les familles. Ce sont près d'une centaine de familles qui ont participé du lundi au vendredi aux actions communales, notamment avec un franc succès sur l'animation « Partage ton repas ». De plus, la journée du 10 juin fut une réelle réussite à tous les niveaux, avec 1500 personnes qui se sont déplacées pour venir à la rencontre des équipes, des bénévoles et des acteurs et s'amuser à leur côté tout au long de la journée. Malgré les difficultés et les crises traversées, la commune de Salles n'a jamais renoncé à organiser et à proposer des séjours de qualité et variés à destination des enfants et des ados. Pour cette édition 2023, la commune de Salles propose des séjours inédits, marqués par la découverte de 4 nouvelles destinations avec des structures d'hébergement répondant, comme toujours, aux besoins et au confort des participants. Cet été, du 3 juillet au 25 août, en direction plus particulièrement des adolescents, de nombreuses activités sont proposées au labo. Golf, bowling, plage, cap science, rando vélo, aquapark, projet graphe et j'en oublie. Cette année, un séjour nouveau est déjà très demandé et mis en place. Car quoi de mieux pour apprendre une nouvelle langue qu'un séjour linguistique ? C'est un enjeu particulièrement important pour notre commune et ses jeunes. Je me permets de rappeler les principaux avantages de ce type de séjour. La pratique de la langue, l'immersion dans des familles locales qui participent à une connaissance
de mode de vie et au développement personnel. En effet, les séjours linguistiques amènent les jeunes à sortir de sa zone de confort et à en apprendre davantage sur soi. Une quinzaine de Sallois, âgés de 13 à 18 ans, auront donc l'opportunité de partir du 10 au 24 juillet à Cork, en Irlande. Cette ville moyenne d'environ 150 000 habitants, avec un centre-ville compact, doté d'une riche histoire, fascine, car elle a su mélanger modernité et tradition. Pour rassurer certaines personnes dans cette salle qui s'inquiètent, le carnaval en 2024 aura bien lieu. Le carnaval en totale déambulation fera son grand retour après des années de Covid qui ont marqué l'arrêt soudain sous sa forme initiale. Je vous donne donc rendez-vous le samedi 17 février 2024, Monsieur Poc, pour une grande animation où petits et grands prendront plaisir à déambuler dans la commune. Comme vous le voyez, les projets ne manquent pas. Et je tiens à remercier notamment Vanessa Daniel et Pierre Brousse-Lefin pour leur implication et leur investissement au quotidien. Après avoir fait la liste avec vous des projets, j'aimerais maintenant mettre l'accent sur les projets qui concernent notamment les infrastructures et les conditions de travail de nos jeunes, de nos enfants et aussi de nos agents. Je vous rappelle que la commune a lancé un projet d'extension de la crèche Tête en l'air, faisant passer la capacité d'accueil de 28 aujourd'hui à 36 places. Ce projet attendu répond aux demandes de nombreuses familles salloises. Il sera accompagné par différents acteurs tels que la CAF et la PMI départementale. Les travaux ont débuté le 17 avril dernier et devraient se terminer début septembre. D'avril à juin, la réalisation de l'extension Greuve, Ordo, Order a eu lieu. De juillet à août, la restructuration de l'existant et la finalisation des travaux dans l'extension seront réalisées. La fin des travaux, comme je l'ai évoqué, aura lieu donc fin août et début septembre. Concernant le relais petite enfance, la commune a rénové l'intérieur avec le changement de la verrière, mais aussi le réaménagement de l'aire de jeu. Les travaux seront achevés le 27 juin et l'inauguration se déroulera mercredi prochain à 18h30 en présence des assistantes maternelles et des parents. Le deuxième point que je vais aborder est la réhabilitation de deux de nos écoles communales, la maternelle Jacques Prévert et l'école de la Vignole. La CDC et la commune portent ensemble ces beaux projets qui permettront à nos enfants et à l'ensemble de la communauté éducative d'avoir la meilleure scolarité possible. Jacques Prévert, encore communément appelé MRD, maternelle rive droite, les travaux ont débuté il y a bientôt 1 an et se déroulent à un bon rythme. En septembre prochain, nous verrons émerger la construction du nouveau bâtiment d'accueil périscolaire, l'extension de la cuisine, celle de la salle polyvalente et du restaurant scolaire. Le projet de l'école de la Vignole avance bien et les travaux débuteront le 10 juillet prochain. Cela sera le prochain gros chantier scolaire sur notre commune avec une complexité différente. En effet, les infrastructures sur ce site sont vétustes. Il y a un réel besoin au niveau des locaux de restauration, de réaménager des salles de classe, mais aussi le système de chauffage dont les équipements sont trop énergivores. La fin des travaux est estimée à janvier 2025. Le coût total de l'opération s'élève à 3,3 millions d'euros, dont environ 500 000 euros à la charge de la commune. Une réunion publique avec les parents d'élèves, mais également les habitants du quartier, a eu lieu le mardi 20 juin. Cette réunion a permis de répondre à toutes les questions possibles, mais également de proposer un plan d'action pendant les travaux pour les enfants et les enseignants. Comme vous pouvez le constater, de grands investissements à destination du scolaire sont réalisés chaque année sur la commune. Mais cela ne doit pas nous amener à oublier les investissements plus modestes, mais qui améliorent grandement la qualité de l'apprentissage. Le changement du mobilier, le changement des VPI, ce qu'on appelle communément les systèmes de vidéo et de projecteurs qui permettent aux enseignants notamment d'améliorer leur pédagogie. La commune de Salles a cœur de pouvoir proposer des infrastructures de qualité favorisant l'apprentissage des enfants. Pour poursuivre dans cette direction, une classe mobile a été achetée par la commune pour primaire rive gauche pour un montant de 10 000 euros. Enfin, j'en ai presque terminé, je tenais à évoquer un projet qui me tient à cœur et qui aboutira début d'année 2024. Le projet d'aménagement des espaces extérieurs du Lanotte. Le sentiment d'appartenance à un territoire figure parmi la multitude des référents identitaires. La commune, en partenariat avec l'école du Lanotte, dont la spécificité est d'avoir une classe unique, a pour particularisme notamment d'être extrêmement attachée à son identité. Nous souhaitons mettre en place un projet autour de l'histoire du quartier. Celui-ci a pour ambition le réaménagement des extérieurs avec notamment la création d'un espace de mémoire qui se voudrait être partagé à la fois par l'école,
mais également par les habitants. Un travail de recherche avec les élèves sera donc engagé dès septembre 2023. Travail ayant pour objectif la création de panneaux pour raconter l'histoire du quartier. Le comité de quartier du Lanotte, qui depuis près de 20 ans, au travers de ses animations, perpétue les coutumes et traditions locales, sera également associé à ce projet en tant qu'acteur incontournable de ce travail de mémoire. Ce travail de mémoire ne se veut pas une sanctuarisation d'un temps révolu, mais un socle de valeurs communes autour de ce qui a forgé ce quartier emblématique de Salles et qui sont partagés de nos jours. Ce projet de réaménagement des espaces extérieurs passe également par une mise en conformité des agrès et autres structures de jeu, assurant la sécurité des enfants actuels et à venir, sachant que nous avons établi un avant-projet sur cette école début avril 2022 avec les services techniques. Cette réalisation répondra aux attentes des familles et deviendra un lieu d'échange et de dialogue informel, véritable outil de socialisation qui s'inscriront et se fondront dans ce nouveau paysage de connaissance de l'autre. En conclusion, la seconde partie du mandat sera également consacrée à l'évaluation qualitative et quantitative des actions amorcées et à venir. Les projets de l'équipe municipale sont variés et englobent une diversité de champs d'action. Ils sont constitués d'un ensemble d'activités intégrées à l'intérieur d'un calendrier et d'un budget donné. Ils varient également selon leur envergure, leur spécificité et la portée de leurs buts et objectifs. Le principe de base de l'évaluation demeure le même. Garantir une relation optimale et à des coûts raisonnables entre un but à atteindre et les ressources utilisées. J'en ai terminé. Merci pour votre écoute et votre attention. Et pour ceux qui partent en vacances, je leur souhaite de très belles vacances. Voilà. Long mais instructif. Instructif, surtout. Surtout instructif. Voilà. En questions diverses, on a reçu une question de M. Poc et je lui laisse la lire. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, la loi Sapin du 20 avril 2016 avait rendu obligatoire l'instauration d'un déontologue pour les fonctionnaires. Depuis le 1er juin 2023, chaque élu local doit pouvoir consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local définie à l'article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Le décret numéro 2022-1520 du 6 décembre 2022 a fixé les modalités et les critères de désignation du référent déontologue de l'élu local. Ainsi, toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, doivent se mettre en conformité avec ces nouvelles règles. Si le décret ne prévoit pas de sanctions directes en cas de non-respect de celles-ci, on ne peut que constater que sur ce sujet sensible, la majorité n'est pas en pointe, alors qu'en général, elle remplit bien ses obligations pour les autres sujets. En effet, l'équipe majoritaire a souhaité intégrer dans le règlement intérieur de notre Assemblée la charte de l'élu local ainsi que la charte anticorps pour montrer sa volonté, au moins sur le papier, de moraliser la vie publique. Alors pourquoi s'être arrêté très curieusement au si bon chemin, dès lors qu'à présent la loi est allée plus loin qu'une simple déclaration de principe? Le référent déontologue doit être désigné par l'organe délibérant d'une collectivité territoriale, d'un EPCI ou d'un syndicat mixte. Il existe aussi la possibilité que soit désigné un même référent déontologue par délibération concordante de plusieurs collectivités territoriales, groupements de collectivités ou syndicats mixtes. Aussi, je vous demanderai de bien vouloir indiquer au conseil municipal tout d'abord quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'avez pas répondu à vos obligations réglementaires et ensuite nous préciser le délai et les moyens par lesquels vous entendez mettre en place ce nouveau dispositif qui répond, et c'est une première avancée dont il faut se réjouir, aux enjeux d'une meilleure et légitime transparence publique. Merci. Bon, je vais répondre sur les différents points. Un sujet sensible, on l'avait vu puisqu'on l'avait inscrit dans le règlement intérieur. C'est pas une loi nouvelle, hein, c'est juste une loi qui a été étendue à des collectivités plus petites. La loi existait déjà pour des communes plus importantes. Aujourd'hui, le seuil est juste rabaissé. Il n'y a pas de changement. Maintenant, quand j'entends dire que pourquoi est-ce qu'on ne les respectait pas, si on les respecte, on l'a mis dedans. Alors le problème qu'il y a, c'est que ça va pas toujours, tout ne va pas toujours aussi vite qu'on le souhaite. Je rappelle quand même que l'obligation légale, elle est au 1er juin. On est début juillet. Je ne suis pas sûr qu'à la fin de l'année, quand on fera le tour du territoire des 17 communes du Pays Barval, il y en ait beaucoup qui aient mis en place un déontologue. On en reparlera à l'occasion. Mais ne serait-ce que ça. Alors on ne va jamais assez vite. Je suis le premier à le regretter. Mais quand je vois le travail qui a été fait tout à l'heure, que Morgane a pu nous présenter dans nos écoles, je vois quand même que
les choses, elles avancent relativement vite. Je vais prendre un exemple simple. L'école maternelle Jacques Prévert a été inscrite au plan pluriannuel d'investissement 2014, par votre équipe, si mes souvenirs sont bons. En 6 ans, j'ai rien vu arriver, même pas le début d'une étude d'opportunité. Donc on va dire quand même que finalement, en quelques années, la communauté de communes a avancé, la commune aussi, et on va sortir 2 écoles sur un mandat. Je pense qu'on va assez vite, tout ne va pas assez vite, et en l'occurrence, sur la désignation d'un déontologue, ce n'est pas aussi simple, puisque ça doit répondre à certains critères, et notamment, ça doit être quelqu'un qui a des formations. Alors, il faut rappeler quand même que la loi précise que ça peut être un cadre A de la fonction publique territoriale, mais ce n'est pas parce qu'on est cadre A qu'on est compétent, au moins dans ce domaine, dans le domaine juridique. Où il faut être avocat ou juge. Des travaux ont été faits. On a abordé une personne du LANOT, M. Descoupe, qui est un ancien directeur général des services, à qui on l'a proposé une fois, qui a mis du temps à nous répondre, mais relativement vite, en disant qu'il ne souhaitait pas au vu de son âge. Eva a fait plusieurs propositions à différentes personnes, dont Maître Cascara, Maître Guillaume Otto, qui ont aussi été consultés pour voir s'ils connaissaient des gens. On a écrit aux facultés, on n'a trouvé personne. Il se trouve que votre question tombe bien, puisqu'on a trouvé quelqu'un, on délibérera sur son nom au mois d'octobre. Juste pour vous dire un truc d'abord sur sa formation, c'est quelqu'un qui a un DESS de droit pénal et sciences de la criminologie, et qui a été délégué médiateur du procureur de la République et qui a été aussi attaché territorial, adjoint au maire dans une commune, j'en passe et des meilleurs. Donc je pense qu'on a trouvé la personne idéale pour ce poste, en sachant qu'il tiendra aussi la fonction de médiateur communal à destination des habitants dans les relations entre les habitants et la collectivité. Donc les choses, elles avancent certainement pas au rythme que vous le souhaitez, pas plus au rythme que je souhaiterais. Mais une chose est sûre, on répond à nos obligations, et je vous remercie d'avoir dit qu'en général, on remplissait bien nos obligations sur les autres sujets. Ben, je vous rassure, sur celle-là aussi, on les remplit bien, puisque si au 1er octobre, j'en vois d'autres qui ont déjà délibéré, je serai aussi content, mais je ne suis pas sûr de le voir sur l'ensemble des communes du territoire. Voilà, donc on ne s'est jamais arrêté en si bon chemin, ce n'est pas dans nos habitudes, on continue, la chose n'est pas facile, parce qu'il faut trouver et la personne adéquate, et la personne surtout qui a les compétences pour tenir ce poste. Aujourd'hui, c'est fait. On délibérera donc au mois d'octobre à la fois sur la charte du déontologue et du médiateur et sur la nomination de cette personne à ce poste-là pour la durée de la mandature. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Oui, attendez 2 petites secondes. On va clore le conseil municipal puisque vous ne pouvez pas, donc on coupe le...